Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Clément. Vous êtes ancien analyste du renseignement, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R, et auteur notamment de ce livre La nouvelle guerre secrète aux éditions Mareuil. Éric Denessé, aujourd'hui, vous souhaitez revenir sur ces signes annonciateurs d'un tournant dans la guerre en Ukraine, notamment des signes qui viennent des États-Unis. Oui, il y a des signes annonciateurs qui aujourd'hui sont assez significatifs, qui disent que quelque chose se passe. Alors il faut être très prudent, il faut utiliser le point d'interrogation, mais il y a des signaux majeurs. Le premier, c'est que il y a quelques jours, le directeur du Conseil économique national des États-Unis, Byron Dees, a reçu les PDG d'Exxon et de Chevron pour leur demander de baisser les prix, pour évoquer des questions de production. Et effectivement, le but était de faire baisser les prix, puisque le prix c'est $6 le gallon à la pompe aux États-Unis, ça commence à être très lourd. Ils ont été également attaqués par le président Joe Biden, qui voit très bien que à la fois l'inflation et l'augmentation du prix de l'essence va nuire aux élections de mid-term. Il a même littéralement insulté le patron d'Exxon, ce qui ne s'était jamais vu dans l'histoire américaine, en disant qu'il gagnait plus d'argent que Dieu, ce qui est tout à fait inédit. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à y avoir des menaces des grandes sociétés américaines contre la Maison-Blanche. Alors pourquoi ? Parce qu'elles ont perdu à ce jour 59 milliards de dollars depuis le début du conflit. Elles ont dû reporter ou annuler tous leurs investissements. Il y a même des risques de fermeture de certaines industries. Et pour eux, c'est clairement la conséquence des décisions du président américain, donc c'est sa faute. Et il existe une loi aux États-Unis qui fait que dans certains cas, les entreprises peuvent demander le remboursement de leurs pertes à l'État fédéral en activant leurs avocats, et donc elles peuvent se retourner contre lui. Et ça va être absolument déplorable pour Joe Biden juste avant les élections. Alors rappelons aussi sur le plan économique que l'inflation est en forte hausse, 8,5%, elle pourrait atteindre 10% dans les semaines qui viennent, que Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor, a déclaré que non seulement il fallait arrêter les sanctions concernant le gaz et le pétrole russe, mais surtout qu'il fallait en acheter davantage. Et en réalité, on commence à s'apercevoir que les Américains sont pris à leur propre jeu et que leur économie ne peut pas indéfiniment connaître une telle inflation et une telle difficulté. Oui, c'est intéressant, pris à leur propre jeu, notamment sur le jeu de la scène ukrainienne. Et vous le signaliez aussi, même Joe Biden change de ton vis-à-vis de Zelensky. Oui, c'est un second signe assez significatif. Biden a affirmé vendredi que son homologue ukrainien, Zelensky, n'avait jamais voulu entendre les mises en garde américaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bien sûr, il a déclaré, beaucoup de gens pensaient que j'exagérais. Alors, il y a peut-être des contradictions dans ce discours américain. On n'arrive pas à bien comprendre ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il reproche à Zelensky de ne pas avoir négocié ? Est-ce qu'il lui reproche de ne pas avoir suspendu son offensive contre le Donbass ? Ou est-ce qu'il commence tout simplement à lâcher cet allié pour sauver son économie? En même temps, on sait très bien par de nombreuses sources que ce sont les Américains qui aujourd'hui bloquent un certain nombre de négociations entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'est encore assez trouble, mais ce sont des signes qui sont d'autant plus importants qu'on sait qu'aujourd'hui l'armée ukrainienne n'a plus de missiles antiaériens. Elle commence à souffrir d'un manque de munitions et que les Américains commencent à comprendre que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre en dépit de l'aide qu'ils apportent. Et ils l'ont montré par le passé, ce sont des gens extrêmement pragmatiques qui ne sont motivés que par leurs intérêts. Et ils sont capables de changer d'avis et de faire un virage à 180 degrés dans les jours qui viennent, sans en avertir les Européens. Finalement, un peu comme Obama l'avait fait en roulant dans la farine Hollande au moment des opérations en Syrie. Oui, alors vous l'avez dit, ce qui compte là, on voit le changement de position des Américains, mais il reste encore la position européenne très forte vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Comment ça se passe côté européen et côté France plus particulièrement ? Alors malheureusement, les Européens sont toujours dans leur inertie. Je ne suis pas sûr à 100% que les Américains vont changer, mais en tout cas, les Européens, eux, n'infléchissent pas leur position. On a vu le voyage d'Ursula von der Leyen à Kiev pour accélérer l'éventuelle intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et puis surtout, il y a quelques jours, on a vu le briefing de l'Élysée suite à l'entretien téléphonique entre Macron et Zelensky. Et à un moment donné, on a quelques frémissements d'un changement de position américain. Finalement, le président français réaffirme que lui, il veut l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qui veut que le conflit soit terminé, que les jugements sur les crimes de guerre soient faits. Finalement, d'un côté, les Ukrainiens lui reprochent de ne pas vouloir humilier la Russie, mais de l'autre côté, il y a un discours qui est quand même toujours un petit peu dur, à l'image de ceux de l'Union européenne. Et là, c'est peut-être le signe effectivement d'une divergence entre les États-Unis et le vieux continent. Et il y a peut-être aussi un autre signal faible, c'est cette ancienne commissaire
parlementaire aux droits de l'homme et de l'Ukraine, Lyudmyla Denisova, qui a elle-même admis avoir donné de fausses nouvelles, c'est bien ça ? Oui, ça c'est essentiel parce que depuis le début, bien sûr, on sait qu'il y a de la propagande des deux côtés, mais je crois qu'on n'a pas assez insisté sur la force de la propagande ukrainienne et occidentale qui égale, voire dépasse la propagande que fait la Russie. Et Lyudmyla Denisova, qui était commissaire parlementaire aux droits de l'homme, a déclaré qu'elle avait parlé de choses terribles devant les parlements dans lesquels elle est intervenue, notamment devant le Parlement italien, afin de les pousser à prendre des décisions qui pourraient être bénéfiques au profit du peuple ukrainien, c'est-à-dire voter des livraisons d'armes, voter un soutien politique. Elle a notamment reconnu qu'elle avait menti, et ça c'est essentiel, sur des viols d'enfants, des viols de femmes, des crimes de guerre. Et ça, bien sûr, elle a été licenciée par le Parlement ukrainien pour ses déclarations. Mais ce qui est important, c'est que toute une série de médias et de journalistes ukrainiens ont, suite à ces déclarations, publié une lettre ouverte dans laquelle ils demandent que tous ces rapports concernant les viols et les agressions sexuelles hypothétiquement commis par la Russie soient publiés avec prudence. Ils incitent même les médias occidentaux à faire extrêmement attention parce que parler de crimes sexuels, ça génère bien sûr énormément d'émotions et que suite aux déclarations de Denisova, on n'est pas si sûr qu'il y en ait eu tant que ça. Voilà, il faut être très prudent, mais ce sont encore une nouvelle fois des petits signes annonciateurs que les choses sont en train d'évoluer. Et alors, on va juste conclure sur un rapide mot sur l'alerte d'Interpol concernant la traçabilité des armes ukrainiennes parties dans la nature. Vous en avez déjà parlé chez nous, ces armes ukrainiennes livrées quand même en grande pompe, mais qui n'arrivent pas visiblement à destination. Et alors, il y a plusieurs choses. Elles arrivent en grande partie à destination, mais elles sont détournées après. Ce qui est amusant, c'est que Interpol lance son alerte, c'est une bonne chose, mais c'est un petit peu tardif. Et on voit sur au moins 2 théâtres de conflit, en Syrie d'une part, et dans l'Iturie, qui se trouve à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, des combats qui reprennent, et dans lesquels des armes arrivent, dont pour l'instant, on ne connaît pas précisément la provenance, et tout laisse penser que ce sont des armes ukrainiennes. Donc ça confirme les trafics qui sont faits par les groupes criminels ukrainiens, qui revendent les armes que leur livre l'Occident à certains groupes terroristes. Bien, merci beaucoup pour ces éclairages très importants. Éric Denessé, ancien analyste du renseignement et directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CFDR. Merci beaucoup à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.